Bonjour. Ce chapitre est un chapitre important de cet enseignement d'hygiène hospitalière. En effet, il intègre les principes de base non discutables à appliquer en toute situation de soins. Comprendre ces principes de base est donc essentiel et je vous invite à les connaître parfaitement pour les appliquer facilement et en toute occasion de soins. Quelques rappels tout d'abord. La définition du ministère de la Santé telle qu'elle a été évoquée en mai 2007. L'infection nosocomiale, la dernière dénomination adoptée est une infection associée aux soins intra- ou extra-hospitaliers, est une infection qui survient au cours ou au décours d'une prise en charge d'un patient qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. La notion de délai d'apparition est à prendre en compte. Le délai habituel est un délai de 48 heures et il peut être inférieur si directement lié à un geste invasif tel que la pose d'un cathéter, par exemple. Mais il peut être supérieur, 30 jours pour les dispositifs intraveineux et jusqu'à 12 mois s'il y a pose d'implant ou de prothèse. N'oubliez pas que certains facteurs peuvent favoriser la survenue d'une infection nosocomiale, comme les âges extrêmes de la vie, le diabète, l'immunodépression, les patients polytraumatisés et les actes invasifs tels que le sondage urinaire, la pose de cathéter, la ventilation artificielle. Vous vous souvenez de la chaîne infectante. En voici une autre version, plus synthétique encore. Comprendre la chaîne de transmission des micro-organismes est une démarche indispensable pour comprendre les actions de prévention. Vous vous en souvenez certainement, nous l'avons déjà évoqué. Dans la chaîne de transmission, il y a toujours un réservoir, une personne cible. Le réservoir, qui est le milieu où les micro-organismes survivent et se multiplient, le réservoir humain tel que les patients, le personnel hospitalier, les visiteurs, plus particulièrement porteurs de staphylocoque doré, d'Escherichia coli, du virus de l'hépatite B et C et du virus de la grippe, des réservoirs environnementaux, les aspergillus dans l'air, les pseudomonas aeruginosa dans l'eau, les légionnelles et les salmonelles dans les aliments. Les micro-organismes peuvent être transmis par l'air, les gouttelettes aériennes ou rhinopharyngées ou lors de contact. Directement du réservoir à une personne cible, il s'agit d'une transmission directe, ou indirectement par l'intermédiaire de vecteurs, les véhicules de micro-organismes entre le réservoir et la cible. Nous pouvons citer quelques vecteurs de transmission qui sont plus particulièrement sensibles dans le monde des soins, les thermomètres, les brassards à tension, les claviers d'ordinateur. Mais n'oubliez pas, le principal vecteur est la main des soignants. Encore un rappel. Les micro-organismes responsables de l'infection peuvent être d'origine endogène, vous vous en souvenez, le patient s'infecte avec ses propres micro-organismes présents sur la peau, le nasopharynx et le tube digestif. Lors d'un acte invasif, pose d'un cathéter, intervention chirurgicale, pose d'une sonde urinaire, ou en raison d'une fragilité particulière, dépendance physique, immunodépression, dénutrition, immobilisation. Les actions de prévention reposent alors sur l'antisepsie cutanée et la douche préopératoire, l'antibioprophylaxie, les soins d'hygiène de base tels que la toilette, le soin de bouche et l'ensemble des techniques de soins, ou la prise en charge générale du patient, lutte contre sa dénutrition, mobilisation, etc. Elles sont alors appelées les bonnes pratiques de soins. L'infection peut être également d'origine exogène. Le patient s'infecte avec des micro-organismes extérieurs qui ont été véhiculés et transmis par les vecteurs, les mains, les tenues du personnel et le matériel. Les actions de prévention agissent sur les vecteurs et une bonne maîtrise de l'environnement. Ces actions sont alors appelées les précautions standards. Les précautions standards sont donc les principales mesures de prévention pour protéger le patient et le professionnel. Elles sont à appliquer par tous les professionnels, pour tous les patients et pour tous les soins. Ces règles sont donc à connaître parfaitement et à appliquer en tout lieu et en toute situation.
Nous allons maintenant évoquer l'ensemble de ces précautions standards sur les différents points qui sont présentés dans ce plan, concernant l'hygiène des mains dans un premier temps, concernant la tenue de base ensuite, puis la protection et l'ensemble des protections du soignant, puis concernant l'entretien du matériel et des surfaces et des locaux, puis également au niveau de la gestion du linge propre et du linge sale, puis globalement sur la gestion des déchets, et nous finirons cet enseignement par quelques éléments concernant la prévention et la prise en charge des accidents d'exposition au sang. L'hygiène des mains tout d'abord. Les mains donc, principal vecteur de micro-organismes. Il est donc indispensable de diminuer le niveau de contamination des mains, c'est-à-dire le nombre de micro-organismes présents sur les mains. L'hygiène des mains est donc la première précaution standard. Elle doit être efficace et optimale. Pour cela, vos mains de soignant ne comporteront jamais de bijoux, ni aux mains, ni aux poignets. Donc, plus de bagues, plus de bracelets. Les ongles sont courts et sans vernis. Les faux ongles également sont proscrits. Et l'alliance même n'est pas tolérée. Les montres aux poignets n'ont également pas leur place. Vous l'avez donc bien compris, vos mains sont votre premier instrument de travail. Vous aurez donc deux préoccupations importantes à partir de maintenant, la qualité de la bonne santé de vos mains et préserver la barrière cutanée de vos mains en évitant toute coupure, gerçure, voire blessure, y compris en vous rongeant les ongles. Maintenant, il faut essayer d'arrêter de se ronger les ongles, mais également en ayant une qualité et un lavage des mains parfait lorsque vous arriverez dans les services de soins. Le lavage des mains au savon doux est d'une action limitée. En effet, souvent, la mauvaise qualité du lavage des mains, avec une durée du temps de savonnage très souvent inférieure au temps recommandé, qui est égal à 15 secondes, est un élément essentiel des limites de ce lavage de mains. Il est également irritant du fait d'un rinçage souvent insuffisant et d'un séchage qui est très fréquemment agressif. Ce qui rend l'observance du lavage des mains de mauvaise qualité puisqu'on observe une observance de 40 à 60% simplement. L'observance étant le rapport du nombre de lavages de mains réalisés sur le nombre de lavages de mains indiqués et recommandés. En conclusion, et du coup, il est important de retenir et vous privilégierez la friction des mains au gel hydroalcoolique et souvent cette utilisation de gel hydroalcoolique le plus fréquemment possible, régulièrement, même en dehors des soins. Il sera important d'éviter l'alternance systématique gel hydroalcoolique lavage des mains car de ce fait, le gel devient irritant et inefficace sur des mains humides. L'objectif est donc d'augmenter l'observance de l'utilisation du gel hydroalcoolique dans les services de soins hospitaliers afin d'améliorer la qualité de l'hygiène des mains et afin de préserver l'état cutané puisque l'on sait qu'un des avantages du gel hydroalcoolique est un effet protecteur de la barrière cutanée. Nous allons donc nous attarder quelques instants sur la technique de friction des mains avec une solution de gel hydroalcoolique. Vous verrez SHA, GHA comme différents sigles d'utilisation de solutions hydroalcooliques. Dans le lavage des mains et la friction des mains au gel hydroalcoolique, 7 étapes sont obligatoires. La première étape, paume contre paume. L'étape numéro 2, la paume droite vient se poser sur le dos de la main gauche et inversement. Dans la troisième étape, paume contre paume et les doigts sont entrelacés. La quatrième étape, le dos des doigts vient s'intégrer dans la paume opposée avec les doigts emboîtés et inversement de la main gauche sur la main droite. Pour finir, lors de la cinquième étape, avec une friction circulaire du pouce enchâssé dans la paume de la main inverse. Et pour terminer également, la sixième étape, une friction du bout des doigts de la main droite contre la paume gauche et toujours inversement, sans oublier l'ensemble des poignets avec une rotation de la paume droite sur le poignet gauche et de la paume gauche sur le poignet droit.
Ces 7 étapes sont réalisées jusqu'à l'obtention de la complète évaporation du gel hydroalcoolique, laquelle dure 15 à 30 secondes en fonction de la dose recommandée par le fabricant. 6 points essentiels. À quel moment l'hygiène des mains? Le premier point, avant et après contact direct avec un patient, après avoir retiré des gants, avant de manipuler un dispositif invasif, après tout contact avec des liquides biologiques sur une peau lésée ou des muqueuses ou après avoir pansé des plaies, au moment de passer d'un site contaminé à un site propre chez un même patient, et après avoir touché des objets à proximité immédiate du patient. Ce schéma vise à vous aider à comprendre et intégrer la bonne attitude vis-à-vis du lavage des mains dans les services hospitaliers. Vos mains seront considérées souillées dans les situations suivantes: après les repas, après être allé aux toilettes, après le port de gants prolongés lors de toilettes, change ou sondage urinaire, car les micro-organismes de la peau du soignant se multiplient plus rapidement sous les gants du fait de la chaleur et de l'humidité, mais également en présence d'huile de prévention d'escarre, lorsque les mains sont moites, humides ou talquées, ou, et bien sûr, en présence de liquide biologique. On parle d'acte chirurgical ou interventionnel, lors d'interventions au bloc opératoire, lors d'actes d'imagerie interventionnelle, tels que les angiographies, les biopsies, lors de poses de voies veineuses profondes ou de drains thoraciques. Si les mains ne sont pas visuellement souillées, la friction des mains avec le gel hydroalcoolique est efficace et suffisante avant des gestes tels que la pose de sonde à demeure ou de cathéter veineux périphérique. La consommation du gel hydroalcoolique est calculée tous les ans pour l'ensemble de l'établissement et pour chaque secteur de soins. C'est un indicateur de qualité des soins et de lutte contre les infections nosocomiales, prise en compte dans le tableau de bord et le classement des établissements de soins. Les indicateurs du tableau de bord sont disponibles sur le site internet du ministère de la Santé en accès libre. Avant tout, l'hygiène personnelle du soignant sera impeccable. Une douche s'impose avant de partir au travail ou en stage. Il faut savoir que tous les vestiaires disposent également de douches si vous le souhaitez avant de remettre vos vêtements personnels, en fin de journée. Cette hygiène de base personnelle comprend également l'utilisation éventuelle de déodorants et le bon usage du maquillage, sauf lors des stages au bloc opératoire. Les cheveux ne doivent en aucun cas flotter au vent au risque de toucher le patient lors d'un soin. Votre coiffure sera donc adaptée à ces contraintes. Il va sans dire que la chevelure doit être propre, bien sûr. La tenue de base professionnelle maintenant. Elle vous est fournie par la structure et le blanchissage en est assuré. Sauf lorsque vous êtes en stage loin de Grenoble. Pour les stages à Michalon et à l'hôpital couple-enfant, votre maternité-école, les blouses peuvent être envoyées à la lingerie directement. Il vous suffira donc de les déposer dans les collecteurs adéquats. Un dépôt de linge sale et un local de réception de vos tenues propres au retour de la lingerie est organisé à l'école même. Attention cependant, votre trousseau vous appartient et vous sera facturé en fin de formation s'il était incomplet. Ce service est malheureusement impossible lorsque vous êtes en stage à l'extérieur du CHU. Les vêtements. Les vêtements civils ne doivent en aucun cas dépasser de la tenue professionnelle et doivent être changés chaque jour. Les chaussures. Les chaussures, elles font partie intégrante de la tenue professionnelle et doivent donc ne servir qu'à cela. Bannie donc la paire de baskets qui sert également à aller faire un jogging après la garde. Protéger les orteils évitera les accidents d'écrasement lors de la manipulation des lits par exemple ou des brancards et constituera une protection mécanique aux éventuelles projections. Une semelle silencieuse a pour objectif de protéger le repos des patients dans les services de soins et ce, plus spécifiquement la nuit. Nous avons précisé précédemment l'obligation d'absence de bijoux sur les mains et le poignet, je vous le rappelle tout de même. Les autres bijoux, tels que colliers et boucles d'oreilles, seront choisis pour ne pas risquer de provoquer de faute d'asepsie lors d'un soin. Chute du pendentif sur le patient, contact avec la plaie lors d'un pansement par exemple. L'hôpital étant un lieu public et laïque,
Il ne comportera également pas de signes distinctifs de croyances religieuses. Afin de protéger cette tenue de base, et s'il y a un soin avec des risques importants de projection ou de contamination sur les avant-bras et les bras, il pourra vous être proposé de revêtir une surblouse avec des manches longues non stériles. Une surblouse pour un seul soin et non pas une surblouse qui sert à l'ensemble des soins du service. En maternité, la surblouse est parfois utilisée pour les soins spécifiques aux nouveau-nés. Elle est alors changée quotidiennement. La rigueur et la technique du pliage qui préserve la spécificité du côté patient et la propreté du côté soignant doit alors être respectée et vous apprendrez à utiliser cette technique. Le tablier plastique à usage unique. Il est revêtu s'il y a risque de projection de liquide biologique ou de salissure ou lors de contacts prolongés avec le patient ou son environnement. Donc il est particulièrement utilisé lors de toilettes de patients dépendants, lors du change d'un patient souillé, lors de pansements étendus ou lors d'une pause de sonde urinaire. Il sera également utilisé lors de l'entretien du matériel et de l'entretien des sanitaires. Il est jeté à la fin du soin et à la fin de l'entretien d'une série de chambres. Le port des gants diminue la contamination des mains au cours des soins ou le risque de transmission croisée, patient-soignant ou soignant-patient. L'objectif principal est de protéger le soignant. Ils doivent être portés s'il y a risque de contact avec des liquides biologiques, des muqueuses ou la peau lésée du patient. Il doit être également porté s'il y a risque de piqûre ou de coupure, c'est son action mécanique qui est intéressante à ce moment-là, y compris donc lors d'une simple injection sous-cutanée. Le port de gants à usage unique ne dispense absolument pas de l'hygiène de base des mains. Trois autres moyens de protection maintenant. Le calot ou la charlotte, qui a pour but de recouvrir l'ensemble de la chevelure, qui est plus fréquemment utilisé et spécifiquement utilisé dans les blocs opératoires. La chose importante à retenir concernant l'utilisation des calots ou des charlottes consiste au fait qu'aucun cheveu ne doit dépasser de la charlotte. Le masque maintenant. Le masque, il protège les soignants et les patients de la contamination rhinopharyngée lors de certains soins. Il ne doit pas devenir vecteur de transmission de micro-organismes de patient à soignant ou de soignant à patient. Aussi, la friction des mains avec du gel hydroalcoolique avant de le mettre et après l'avoir quitté est un élément important. Le change du masque entre deux patients ou entre deux interventions ou lorsqu'il devient humide est également un moyen de diminuer ce risque de transmission. Le change du masque doit être effectué selon les recommandations du fabricant, délai de port d'1 heure ou de 3 heures en fonction des indications du fabricant. Lors des soins en série et dans des secteurs tels que l'hématologie, il est possible de garder le masque pour plusieurs patients car les soins sont de courte durée. Mais attention, il ne faut pas toucher le masque et le changer au moins une fois par heure. Le masque doit être posé correctement sur le visage pour assurer une bonne protection. Il englobera donc l'ensemble du nez et de la bouche. Il doit être jeté dès qu'il n'est plus utile et donc ne pas le descendre autour du cou pour le replacer ensuite. Les protections oculaires protègent le professionnel de santé des projections biologiques et chimiques. Pensez à les désinfecter par essuyage ou par immersion s'il s'agit de matériel réutilisable, ou d'utiliser des masques avec visière combinée, comme présenté sur cette photo au centre de la diapo. Et là, c'est l'ensemble du dispositif qui est à usage unique. C'est ce dispositif qui est de plus en plus privilégié en maternité, au bloc obstétrical tout particulièrement. Je vous rappelle ici que le matériel stérile à usage unique et les sets prêts à l'emploi seront autant que possible privilégiés dans les services de soins. Deuxième rappel, vous vous en souvenez, le matériel à usage unique ne doit jamais être désinfecté et il doit être jeté après utilisation. Concernant l'entretien du matériel réutilisable, il est important de respecter les recommandations données par le fabricant.
Vous serez également attentif aux lieux dans lesquels vous utiliserez certains produits et dans lesquels vous désinfecterez certains dispositifs. Dans l'office alimentaire seront traités le matériel en contact avec les denrées alimentaires ou les médicaments Péros, alors que dans l'office d'entretien du matériel sera traité l'ensemble du matériel à désinfecter. Ces produits, efficaces sur un spectre large de germes infectants, sont malheureusement très agressifs pour les utilisateurs et très allergisants. Le port de gants de ménage est alors recommandé, ainsi que la protection de la tenue de soins. La répartition des tâches est importante de manière à ne mettre aucun des éléments en contact avec le patient tout au long de la chaîne de soins. Cette répartition se fera entre les différents professionnels intervenant auprès du patient, les infirmières, les aides-soignantes et les agents hôteliers. Les tâches quotidiennes, hebdomadaires ou périodiques, doivent être décrites dans le dossier d'hygiène des locaux. La traçabilité doit ainsi être respectée. De même que pour le matériel réutilisable, il est important de respecter les modalités d'utilisation et de protection du personnel. Les modalités d'entretien, le type de produit, les dilutions, etc. Vous vous en souvenez, comme pour le matériel, les méthodes à privilégier, les bandeaux ou la vapeur, ou les aspirateurs ou la vapeur d'eau, et les étapes, le balayage humide avant le lavage. La gestion des lavettes et des bandeaux, ainsi que le rythme de renouvellement, doit être fixé dans chaque service. Les points d'eau, source potentielle de germes car lieux humides et chauds, ne seront pas épargnés. Le rythme de détartrage des points d'eau est alors rigoureusement respecté. La gestion du linge. Le linge propre peut être responsable d'infections nosocomiales. La contamination du linge propre est due à ce moment-là à des problèmes au niveau de la blanchisserie, qualité des machines, qualité du transport, à des mauvaises conditions de stockage et d'entretien dans les unités de soins qui sont souvent des lieux humides et à proximité de sources de contamination, mais aussi par une hygiène des mains non maîtrisée lors de la manipulation du linge propre. Pour éviter la contamination du linge propre, le linge propre sera donc stocké dans un local qui est propre et sec, un local spécifiquement réservé au stockage du linge. On n'organisera pas de stockage dans les chambres ou dans l'office de désinfection. L'approvisionnement des chariots magasins sera limité afin que le linge soit renouvelé régulièrement. L'entretien des chariots magasins, armoires et autres lieux de rangement sera organisé et régulièrement effectué. Et avant toute manipulation de linge propre, il est important de jeter ses gants et de se frictionner les mains au gel hydroalcoolique. La manipulation du linge sale maintenant. La manipulation du linge sale, elle doit se faire avec une boule de linge qui est à distance de la tenue. Le gant et le tablier à usage unique seront utilisés et seront portés si le linge est souillé par des liquides biologiques. Il est important de ne pas stocker du linge sale dans la chambre du patient. Il est important également d'utiliser la pédale des collecteurs qui sont mis à votre disposition pour évacuer le linge sale, et de ne pas transvaser d'un sac collecteur à un autre l'ensemble du linge. L'hygiène des mains sera systématique après toute manipulation du linge sale. Il sera important lors de l'évacuation du linge sale de vérifier l'absence de matériel de soins du fait du coût important de certains dispositifs. Le linge sale, même s'il n'est pas visuellement souillé, est contaminé. L'entreposage du linge sale se fera dans un local adapté et ventilé pour diminuer la rapidité de prolifération des micro-organismes. Le respect du tri du linge sale a pour but de faciliter la rapidité du traitement du linge sale et de limiter les manipulations par les agents de la blanchisserie. Il faut savoir que ce tri se fait manuellement sur des tapis de tri. On vous demandera également de ne rien déposer sur les couvercles des collecteurs, même si c'est du matériel sale qui est disposé à cet endroit-là,
car cela a pour conséquence de diminuer l'ergonomie d'utilisation de ces collecteurs et risque d'augmenter la contamination des surfaces propres. Les sacs sont remplis aux 2/3 et sont correctement fermés lors de leur évacuation. Pourquoi aux 2/3 ? Remplir un sac aux 2/3 en permet une fermeture correcte. L'objectif est également de ne pas disséminer les germes et de penser aux agents qui portent les sacs. Un sac lourd d'un linge mouillé de liquide biologique est un sac terriblement lourd. Les sacs collecteurs ne sont pas complètement imperméables et il faudra éviter de les traîner par terre car cela augmente le risque de souillure sur le sol et la manipulation n'est absolument pas ergonomique. La désinfection quotidienne des supports ne sera pas oubliée dans cet objectif-là également. La gestion et le tri des déchets maintenant. On distingue à l'hôpital 2 types de déchets, les déchets ménagers ou assimilés et les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Les déchets ménagers seront donc déposés dans des sacs noirs. Ces déchets ménagers sont traités comme l'ensemble des déchets ménagers de la ville de Grenoble, avec là aussi un tri manuel final sur les tapis de tri par des agents de la ville de Grenoble. Il est important donc d'être rigoureux dans l'organisation du tri afin d'éviter l'apparition sur les tapis de tri de produits spécifiquement médicaux tels que des seringues. On appelle DASRI les déchets d'activité de soins à risque infectieux. Ces déchets sont évacués dans des sacs ou des collecteurs de couleur jaune. Ces déchets suivent un circuit d'évacuation différent. Ils sont tous incinérés, mais attention, le coût de traitement de cette incinération est élevé et le tri adéquat de ces déchets est fondamental car calculé donc à la tonne. Vous reconnaissez plus spécifiquement sur cette diapo les collecteurs piquants tranchants. Situés toujours à proximité d'un soin à risque, sur le guéridon de soin ou les paillasses de préparation d'injection, vous y déposerez immédiatement après utilisation les aiguilles, les trocars, les lames de bistouri par exemple. Comme pour le linge, les sacs ne seront pas surremplis. Le remplissage aux 2/3 est suffisant. Il limite le risque d'éclatement lors des transports et leur poids, facilitant ainsi le travail des agents hôteliers. L'utilisation des pédales a pour objectif la diminution du risque de contamination des mains et des couvercles des collecteurs. Les déchets ne sont jamais stockés dans la chambre du patient. Lors d'un soin individualisé, le sac à déchets sera déposé fermé en fin de soin, puis déposé sur la partie inférieure du guéridon, rapporté donc ensuite à l'office-salle pour évacuation. La fermeture provisoire des boîtes jet-aiguilles, toujours à proximité du geste, sur le support prévu à cet effet et correctement monté, est activée. Le remplissage, là aussi, ne dépasse pas les 2/3 et avant évacuation, leur fermeture définitive sera alors verrouillée. L'organisation des soins elle-même participe au respect des précautions standards en hygiène. 3 aspects sont représentés sur cette diapositive. Le travail en binôme facilite les soins, en particulier les soins dits lourds, comme les gestes invasifs ou les pansements compliqués, mais également les toilettes complètes au lit. La distribution des tâches entre les soignants, nous l'avons évoqué précédemment, mais aussi la distribution géographique des espaces et des soins, en est le 2e élément. Vous trouverez donc dans tous les services des pièces dédiées au stockage, des offices propres, des offices salles, des offices alimentaires et des espaces de réunion. L'individualisation du soin et l'usage du guéridon individuel est le 3e élément. Sa partie supérieure est dévolue au matériel propre nécessaire pour le soin. Sur sa partie inférieure seront déposés le matériel dit sale, les lavettes et les solutions désinfectantes en début de soin, et en fin de soin, on y aura déposé tout ce qui doit être évacué, le linge sale et les déchets. En conclusion, nous pouvons donc dire: le respect des précautions standards diminue le risque de transmission croisée et d'infection,
protégeant ainsi les patients et le personnel. L'amélioration de la qualité des soins passe donc par le respect, par tous et pour tous les soins, de ces mêmes précautions standards. Pour l'amélioration de la qualité des soins, il faut également faire deux choses. Signaler les infections nosocomiales le plus rapidement possible à l'unité d'hygiène. L'objectif de ce signalement permettra les investigations, l'observation des dysfonctionnements et la mise en œuvre de mesures correctrices si l'infection nosocomiale est évitable. La formation continue en hygiène hospitalière fait partie de ce deuxième élément d'amélioration de la qualité des soins. Les recommandations et procédures sont réactualisées en fonction de l'émergence de micro-organismes. Je pense par exemple à la grippe ou à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les nouveaux produits sont également présentés, ainsi que des études épidémiologiques. Le respect des procédures et des recommandations par le biais des correspondants en hygiène hospitalière, qui sont des relais d'information entre le clin et les soignants, par la lecture des procédures qui sont consultables sur Internet, je parle là de VDoc pour le CHU de Grenoble, et la référence à l'unité d'hygiène hospitalière disponible en cas de questionnement. Quelques précisions concernant les accidents d'exposition au son. Leur définition tout d'abord. Il s'agit de tout contact avec un liquide biologique, sang, sel, urine, vomissure, crachat, par piqûre, coupure ou projection sur une peau lésée ou des muqueuses. Le respect des précautions standards est un élément majeur de leur prévention. Nous rappelons le bon usage des protections telles que masques, lunettes, gants. Du matériel sécurisé est également de plus en plus proposé. Le recapuchonnage des aiguilles est interdit, mais désormais inutile après un soin, grâce à l'utilisation des boîtes jet-aiguilles. Les prélèvements biologiques sont acheminés dans des sachets plastiques individuels et des boîtes de transport rigides. La vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour tous les soignants. Vous avez sur cette diapositive un extrait du protocole de prise en charge des AES. L'efficacité virucide du daquin est supérieure à celle de la bétadine. L'eau de javel, par contre, ne sera pas utilisée du fait du risque majeur de brûlure et de mauvaise dilution. Après avoir désinfecté la plaie ou zone de contact de l'AES, vous effectuerez les démarches suivantes. La déclaration administrative comprendra également pour vous l'information le plus rapidement possible à l'école de sage-femme.